À un niveau fondamental, le devoir de la police est de protéger les citoyens ordinaires et de s'assurer que nos lois et règlements sont respectés. Mais pour certains membres des forces de l'ordre, le pouvoir qu'ils acquièrent en tant que figure d'autorité les encourage à assouvir leurs désirs les plus tordus et les plus profonds. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons examiner quelques-uns de ces cas en nous intéressant à deux policiers qui se sont révélés être des tueurs en série. David Alan Gore. David Alan Gore est né en Floride en 1953 et a montré très tôt des comportements troublants à l'adolescence. Il a été renvoyé de son premier emploi comme pompiste après que son patron a découvert un trou dans les toilettes des femmes que Gore utilisait pour épier des clientes sans méfiance. Bien qu'il n'ait jamais été officiellement employé comme membre des forces de l'ordre, il est devenu adjoint bénévole du shérif à l'âge adulte et, à plusieurs reprises, il a utilisé son insigne pour commettre certains de ses crimes. Gore n'agissait pas seul en tant que tueur, il avait un complice, son cousin Fred Waterfield, qui avait un an de plus que lui et était originaire du New Jersey. Les deux hommes seront plus tard surnommés « les cousins tueurs » par les médias. Le duo agissait à Vero Beach et dans le comté d'Indian River, en Floride, dans les années 1980. Gore et Waterfield ont frappé pour la première fois le 19 février 1981 lorsque Gore a attiré la jeune Yingling, âgée de 17 ans, dans son camion en lui montrant son insigne de police. Il a ensuite raccompagné l'adolescente chez elle, où il a rencontré sa mère, Xian Ling, 48 ans, et il a décidé qu'elle aussi devrait devenir l'une de leurs victimes. Gore dira plus tard à la police qu'il a attaché Xiang à un arbre où elle était morte étouffée, et que lui et Waterfield ont agressé sexuellement Ying. Après la mort des deux femmes, Gore et Waterfield ont démembré les corps et enterré les restes dans des fûts d'huile. La prochaine victime des cousins meurtriers fut Judith Daly, âgée de 35 ans, qui était en visite depuis la Californie le 15 juillet, presque 5 mois après leur premier meurtre. Gore a délibérément endommagé la voiture de Judith d'une manière qui la rendait inutilisable. Incapable de démarrer sa voiture, Judith était restée bloquée et vulnérable. Mais Gore s'est approché et lui a proposé de la conduire au téléphone le plus proche. Rassuré par le fait qu'il portait un badge de police, Judith a accepté la proposition, mais au lieu de la conduire à la cabine téléphonique comme promis, Gore l'a emmenée dans un endroit isolé où ils ont rencontré Waterfield. Les deux hommes ont ensuite agressé sexuellement et tué Judith. Gore a affirmé plus tard que les hommes avaient jeté le corps de la femme de 35 ans dans un marécage. Les choses ont changé pour Gore, cependant, lorsqu'il a tenté d'enlever une adolescente dans les semaines qui ont suivi la mort de Judith en utilisant son insigne de police. Le plan a échoué et le père de la jeune fille a signalé le comportement de Gore au bureau du shérif qui lui a ensuite retiré son insigne de bénévole. Quelques jours plus tard, la police a aperçu Gore sur la banquette arrière de la voiture d'une femme armée d'un scanner de police, de menottes et d'un pistolet. Il a été arrêté par les forces de l'ordre et peu de temps après, il a été inculpé et condamné pour intrusion armée. Bien qu'il ait été condamné à 5 ans de prison, il a été libéré sur parole moins de 2 ans plus tard, en mars 1983. Gore et Waterfield ont ensuite pris en stop 2 autostoppeuses de 14 ans, leur prochaine victime, le 20 mai 1983. Angelica Lavelle et Barbara Ann Bayer ont ensuite été emmenées dans un endroit isolé où elles ont été agressées sexuellement, tuées et démembrées. Les dernières victimes connues des cousins tueurs étaient Lynn Elliott, 17 ans, et Regan Martin, 14 ans, 2 élèves du lycée de Vero Beach. Les deux filles faisaient de l'autostop vers la plage d'Obasso, comté d'Indian River, le 26 juillet 1983. Lorsqu'elles ont été prises en stop par Waterfield et Gore, Gore les a ramenées chez ses parents, une maison vide, mais Waterfield a décidé de laisser Gore seul avec les deux filles. À ce moment-là, il a affirmé avoir vu sa sœur pendant le trajet et qu'elle l'avait vu, lui et probablement les deux filles qui étaient avec eux. Waterfield a ajouté qu'il comptait aller à son atelier de réparation de camions pour vérifier que sa sœur ne dérange pas Gore.
Gore a placé les filles dans des pièces séparées et a agressé sexuellement Lynn en premier. Il l'a épargnée pour attaquer Regan. Pendant cette agression, cependant, Lynn, les mains attachées dans le dos, a réussi à s'échapper par l'avant de la maison. Elle a fui Gore et la propriété jusqu'à ce qu'elle perde l'équilibre et trébuche dans l'allée, se souvient Gore. J'ai continué à courir après elle, puis elle a trébuché et est tombée, et alors je l'ai rattrapée. Je l'ai tirée en arrière, elle résistait et se débattait, alors je l'ai jetée au sol. C'est alors que je lui ai tiré une balle dans la tête. Gore a tiré 2 fois sur Lynn, à bout portant, au milieu de son allée. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il a réalisé ce qu'il avait fait, car il y avait un témoin, un adolescent à vélo, qui avait tout vu. Le garçon a fui et prévenu la police, provoquant une confrontation de 90 minutes entre Gore et les autorités. Gore a été arrêté et Regan Martin, 14 ans, sauvée. Elle a été retrouvée menottée dans le grenier, des cordons électriques autour des jambes. Le 10 août 1983, Gore a été inculpé de meurtre au premier degré, de 2 chefs d'enlèvement et de 2 chefs d'agression sexuelle. En décembre de cette année-là, il a conduit la police au corps de 3 de ses victimes. En mars 1984, il a été reconnu coupable de meurtre au premier degré et condamné à mort l'année suivante. Waterfield a été reconnu coupable des meurtres de Barbara Ann Bayer et Angelica Lavelle, 14 ans, et condamné à la perpétuité avec un minimum de 50 ans. Il avait déjà été reconnu coupable d'homicide involontaire pour ne pas avoir empêché la mort de Lynn Elliott et condamné à 15 ans de prison. Au fil des années, Gore n'a jamais caché ses désirs meurtriers. Il a déclaré ressentir une très forte compulsion à tuer et a dit à un psychiatre qu'il avait une personnalité distincte qui était contrôlée par le diable. Lors de son procès pour meurtre, il a déclaré sous serment « C'était comme si un autre contrôle s'exerçait sur moi. Vous savez, je pourrais probablement être 2 personnes en même temps. Je sais pour sûr que j'étais une personne différente quand j'ai fait ça et je ne l'étais pas à d'autres moments. » Il a ajouté qu'il ne voulait tuer personne, mais que son désir de prendre la vie des autres était comme une obsession. Malgré les déclarations de Gore, il était connu pour garder des trophées de ses victimes. Notamment, il collectionnait leurs cheveux comme souvenir. Il était aussi connu pour répondre à des lettres en prison, mais il ne montrait jamais de remords pour ses actes. Au contraire, il révélait fréquemment les détails sanglants de ses crimes. Les lettres que Gore écrivait, qui contenaient de telles informations macabres, ont contribué à pousser le gouverneur de Floride, Rick Scott, à fixer une date d'exécution précise. Comme il montrait si peu d'empathie pour ses victimes et les actes répréhensibles qu'il avait commis, Fred Waterfield a aujourd'hui 71 ans et est toujours en prison. Il affirme toujours son innocence. David Alan Gore a été exécuté par injection létale le 12 avril 2012 à l'âge de 58 ans. Gerard John Schaefer Jr. Gerard John Schaefer Jr. est né le 26 mars 1946 à Neenah, dans le Wisconsin. D'après tous les témoignages, son enfance a été décrite comme difficile et agitée en raison de plusieurs facteurs, notamment l'alcoolisme et les abus verbaux de son père, ainsi que les déménagements fréquents de la famille pendant sa scolarité. Il était considéré comme un solitaire, et il semblait manifester un intérêt particulier pour le bondage et le sadomasochisme dès son plus jeune âge. Alors qu'il commença à espionner les gens à l'adolescence, il aurait tenté de pratiquer l'asphyxie auto-érotique en s'attachant à des arbres dans des endroits isolés, une pratique qui refera surface lors de ses meurtres ultérieurs. Schaefer est devenu membre du service de police de Wilton Manors à l'âge de 25 ans en septembre 1971. Après plusieurs tentatives infructueuses pour devenir enseignant, il a tout de même reçu une lettre de félicitations à la police de Wilton Manors. Son mandat n'a duré que 6 mois. Ses performances jugées médiocres ont entraîné son renvoi lorsque ses supérieurs l'ont constaté. Il arrêtait fréquemment des femmes automobilistes qui avaient commis de petites infractions au code de la route. Il prenait ensuite leurs coordonnées personnelles et les utilisait pour contacter les femmes afin de les inviter à sortir. Sa conduite inappropriée n'a pas été tolérée par la police de Wilton Manors, mais cela n'a pas empêché Schaefer de trouver un emploi ailleurs dans les forces de l'ordre. En 1972, il a postulé comme adjoint au bureau du shérif du comté de Martin, en Floride, et il a falsifié une lettre de recommandation de ses anciens employeurs dans la police, ce qui lui a permis d'obtenir un poste. Heureusement, les premières victimes de Schaefer ont pu s'échapper avec la vie sauve.
Nancy Trotter, Dix 8 ans, et Paula Wells, Dix 7 ans, faisant de l'autostop le 21 juillet 1972 lorsqu'elles ont été prises en stop par Schaeffer qui était alors en service. Il a conduit les deux jeunes filles à Stewart, leur destination, mais les a curieusement averties des dangers de voyager avec des inconnus. Les filles ont expliqué qu'elles prévoyaient de visiter Jensen Beach le lendemain et qu'aucune d'elles n'était originaire de Floride. Schaeffer en a profité pour leur proposer d'aller à la plage le lendemain matin, ce qu'elles ont accepté. Cependant, au lieu de les emmener là-bas, il les a conduites dans une zone forestière isolée, arrêtant la voiture près d'une cabane délabrée. Il a ensuite menotté et bâillonné les filles. Il a conduit Nancy près d'un arbre, attaché ses jambes au tronc, sous les genoux, et passé un nœud coulant autour de son cou. La situation était si dangereuse que la jeune fille de 18 ans devait rester debout, sur les racines de l'arbre pour éviter que la corde ne se resserre. Paula a été emmenée vers un autre arbre et attachée de la même manière. Schaeffer a dit aux filles qu'elles allaient être violées et assassinées. Avant d'exécuter sa menace, il a été interrompu par un appel radio lui ordonnant de se rendre au poste de police. Schaeffer est revenu 2 heures plus tard et a découvert que les deux filles s'étaient enfuies. Il a aussitôt appelé le shérif Robert Crowder. « J'ai fait quelque chose de très stupide. Tu vas être en colère. » Il a expliqué qu'il essayait simplement d'apprendre aux filles une leçon sur les dangers de l'autostop. Mais qu'il avait, je cite, exagéré, ajoutant qu'il avait abandonné les deux filles dans un marécage. Heureusement, Nancy a été retrouvée nageant dans une rivière, les mains attachées et un bâillon sur la bouche. Ses vêtements étaient déchirés et en lambeaux par endroits. Paula a été retrouvée peu de temps avant, errant dans la forêt en direction de l'autoroute. Les deux filles étaient, bien sûr, traumatisées, mais autrement indemnes. Au poste de police, Nancy et Paula ont expliqué leur évasion et leurs échanges avec Schaeffer. Bien que Schaeffer ait affirmé avoir simplement voulu avertir les filles des dangers de l'autostop avec des inconnus, sa version n'a pas été crue. Il a aussitôt été renvoyé de la police, arrêté et inculpé pour séquestration et agression aggravée. Cependant, 2 semaines plus tard, il a payé sa caution, ce qui signifie qu'il était un homme libre jusqu'à son procès en novembre. Le 27 septembre 1972, Schaeffer a enlevé 2 adolescentes, Susan Place, 17 ans, et Georgia Jessup, 16 ans. Elles avaient rencontré Schaeffer, se faisant appeler Jerry Shepard, à Fort Lauderdale, alors qu'elles fréquentaient un centre d'éducation pour adultes. Et il avait rapidement gagné leur confiance, probablement en faisant semblant de s'intéresser aux mêmes choses qu'elles. Les deux filles comptaient partir à la plage avec Schaeffer pour quelques jours. Elles l'ont dit à la mère de Susan en le lui présentant. Lucille, la mère de Susan, était méfiante. Jerry Shepard a noté le numéro de la plaque d'immatriculation. Susan et Georgia ont été vues pour la dernière fois quittant la propriété au 845 ce soir-là en compagnie de Schaeffer. Lorsque 4 jours se sont écoulés sans aucun signe de Susan ou Georgia, leurs parents se sont inquiétés et ont signalé leur disparition à la police. Bien que Lucille, la mère de Susan, ait donné aux enquêteurs le numéro de plaque d'immatriculation qu'elle avait noté, l'immatriculation a été retrouvée sur un véhicule complètement différent à Saint-Pétersbourg. Le propriétaire de la voiture ne correspondait pas à la description de Schaeffer et avait un alibi solide. La nuit de la disparition des filles, l'enquête a vite stagné. Schaeffer a comparu devant le tribunal en décembre 1972. Il a conclu un accord de plaidoyer et a reconnu sa culpabilité pour agression aggravée. Il a été condamné à 1 an de prison avec libération conditionnelle possible après 6 mois. Il devait aussi purger 3 ans de probation. Il a entamé sa peine de prison en juillet 1973. Au printemps 1973, l'affaire Susan Place et Georgia Jessup progresse quand Lucille Place trouve dans la chambre de sa fille une lettre de Jerry Shepard. L'adresse de retour de la lettre l'a menée à un immeuble où le gérant lui a appris que l'appartement en question avait été loué par Schaeffer, qui avait récemment été envoyé en prison pour l'enlèvement et la tentative de pendaison de 2 jeunes filles. Lucille a vite réalisé qu'elle avait aussi fait une erreur. En notant son numéro de plaque d'immatriculation, elle avait indiqué à tort qu'il était enregistré dans le mauvais comté. Après avoir signalé l'erreur à la police, ils ont retrouvé la voiture de Schaeffer qui a nié connaître Georgia ou Susan, bien que Lucille l'ait reconnu comme l'homme vu dans la chambre de sa fille la nuit de sa disparition. Le 1er avril, les restes fortement décomposés de 2 adolescentes ont été découverts dans le parc Oak Hammock dans la ville de Port-Saint-Lucie, en Floride.
Des parties des corps ont été dispersées par la faune et peu de vêtements retrouvés sur place. Le morceau le plus remarquable qui restait était un jean avec un écusson représentant Bip Bip, l'oiseau de dessin animé des Looney Tunes. Les deux victimes, ligotées et tuées, avaient la moelle épinière sectionnée au niveau lombaire et plusieurs os tranchés avec un couteau ou une machette. Elles avaient été décapitées après leur mort et leurs mâchoires présentaient des signes de fracture. L'un des corps avait une blessure par balle à la mâchoire causée par un pistolet calibre 0,22. Les corps ont vite été identifiés comme ceux de Susan Place et Georgia Jessup. C'était Georgia qui possédait le jean Roadrunner. Peu de temps après l'identification, la police a désigné Schaeffer comme principal suspect, en se basant sur sa condamnation pénale et les informations de Lucille Place. Ils ont immédiatement commencé à enquêter à l'intérieur de la résidence de sa mère. Les enquêteurs ont retrouvé 300 pages d'histoires violentes et tordues que Schaeffer avait écrites au fil des années. Elles détaillaient l'enlèvement, l'humiliation, l'agression sexuelle et la mort de plusieurs adolescentes et jeunes femmes qu'il appelait haineusement des putes et des salopes. Il a écrit comment il retournait fréquemment sur les lieux de ces crimes pour commettre des actes de nécrophilie. Avec les restes démembrés et parfois même des dents extraites des crânes de ses victimes comme souvenir, la police a également récupéré 11 armes à feu, 13 couteaux de chasse, des morceaux de corde et une abondance de magazines pornographiques soft dans la maison. Il avait modifié une grande partie de ce matériel pour y montrer des femmes nues, attachées, pendues ou blessées par balle. Les enquêteurs ont également retrouvé 37 photos Polaroid montrant des femmes pendues ou mutilées, ainsi qu'une lettre d'un Australien qu'il avait rencontré au Maroc en 1970, qui contenait d'autres photos Polaroid d'un massacre dans un village du Sahara. La plupart des images montrèrent des femmes mutilées. Plus accablant encore, Schaeffer, comme beaucoup de tueurs en série, avait gardé des trophées de ses victimes dans une boîte à bijoux. Les autorités ont récupéré des effets personnels, notamment des bijoux, des passeports et des vêtements appartenant à des personnes considérées comme ses victimes. Un médaillon en or gravé au nom de Lee a été lié à la disparue Lee Bonadis. Voisine de Schaeffer en 1969, elle avait disparu en septembre de la même année. Un autre bijou retrouvé était un pendentif cœur avec des initiales. MTN n'a été relié à personne jusqu'à présent. Le permis de conduire de Barbara Ann Wilcox a aussi été retrouvé. Barbara, 19 ans, a disparu en faisant de l'autostop depuis Sioux City, Iowa, en janvier 1973. Elle voyageait avec Colette Goodenough, également âgée de 19 ans. Le passeport de Colette a été découvert à côté du permis de Barbara. Schaeffer était connu pour avoir été à Cedar Rapids dans l'Iowa à l'époque de leur disparition. Leurs restes ont été découverts en 1977 avec des preuves qu'elles avaient été suspendues aux arbres sur les lieux du crime. Bien que Schaeffer n'ait jamais été inculpé que pour les meurtres de 2 personnes, on pense fortement qu'il était un tueur en série. Des dents et des os d'au moins 8 personnes ont été découverts chez sa mère. D'autres preuves matérielles, dont celle de Georgia, ont été découvertes dans la maison de Schaeffer partagée avec sa femme. Le sac à main en daim de Jessup qu'il aurait offert à sa femme comme cadeau, en novembre 1972, 2 mois après sa disparition. Ils ont également trouvé 2 dents humaines, plusieurs couteaux et armes à feu, ainsi qu'une tête d'oreiller fortement tachée de sang qu'il avait manifestement tenté de nettoyer. En mai 1973, Schaeffer avait été lié à 9 meurtres et disparitions non résolues qui avaient eu lieu entre 1969 et 1973. Bien qu'un journal ait publié une liste de 28 personnes assassinées ou disparues que l'on pensait liées à l'ancien policier. Le 18 mai 1973, Schaeffer a été inculpé de 2 chefs de meurtre au premier degré pour les décès de Susan Place et Georgia Jessup. En septembre de la même année, il a été reconnu coupable des 2 chefs. Il a ensuite écopé de 2 peines de réclusion à perpétuité à purger ensemble. Schaeffer a continué de clamer son innocence malgré les preuves contre lui. Il a ensuite affirmé que Georgia Jessup et Susan Place étaient toxicomanes, informatrices et débauchées, insultant même leurs parents. Il affirmait n'avoir jamais rencontré aucune des 2 filles en prison. Schaeffer était solitaire et marginal. Les autres détenus l'évitaient à cause de sa réputation d'indique de police, ce qui n'était pas totalement faux. Il a aidé à faire incarcérer plusieurs pédophiles alors qu'il était en prison.
Schaeffer est mort le 3 décembre 1995 à l'âge de 49 ans après avoir été poignardé plus de 40 fois par un autre détenu, Vincent Rivera, âgé de 32 ans qui purgeait déjà une peine pour meurtre. Les responsables de la police ont déclaré que les deux hommes s'étaient disputés pour savoir qui recevrait la dernière tasse d'eau chaude du distributeur. Quelques jours avant la mort de Schaeffer, en 1999, Rivera a été reconnu coupable du meurtre de Schaeffer et a écopé de 53 années supplémentaires, en plus de sa peine initiale de 20 ans. Rivera n'a jamais avoué ni expliqué le mobile. On soupçonne toutefois que Schaeffer a été tué car il était informateur. L'année précédant sa mort, des déchets lui ont été jetés à de nombreuses reprises et sa cellule a été incendiée 2 fois. Pour beaucoup, ce meurtre était une fin juste et appropriée pour l'un des tueurs les plus sadiques et cruels de Floride. Et voilà les faits. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres pensées et réactions. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé, restez vigilants, restez en sécurité et on se retrouve la prochaine fois.